et élever nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême et cause première de toute chose, et vers tous ces esprits élevés, guides spirituels, qui sont là pour nous aider, pour nous assister, pour nous soutenir quand nous chancelons, pour nous aider à surmonter les difficultés naturelles de la vie, et qui n'ont besoin pour cela que de notre part, que nous élevions de temps en temps nos pensées, par les prières, par l'étude, par les bonnes lectures. Et c'est en élevant nos pensées que nous sommes en meilleure syntonie avec eux et que nous arrivons à capter mieux leurs inspirations par l'intuition ou par d'autres voies médiumniques. Et en même temps que nous fermons un peu la porte aux esprits qui pourraient tenter de nous désunir, de nous dévier de notre chemin. Et nous remercions donc de pouvoir être réunis aujourd'hui pour étudier encore un thème sur la médiumnité aujourd'hui, que nous puissions bien comprendre ces enseignements, les mettre en pratique sur nous-mêmes, donner l'exemple autour de nous, et qu'ils puissent également être utiles justement pour ces esprits qui pourraient être parmi nous, soit perdus, ou des esprits familiers qui sont là pour étudier avec nous, et aussi, donc, comme il a été dit, aimez vos ennemis, les esprits qui sont là, qui pourraient être là pour tenter de nous détourner de la voie du bien. Mais voilà, nous appelons sur eux la miséricorde de Dieu. Voilà. Alors, donc vous voyez tous le programme? Oui. Donc, on a attaqué le module 3 la semaine dernière, hein, donc, qui est le phénomène de l'intercommunication médiumnique. Et donc, la semaine dernière, on avait vu que la médiumnité, elle existe depuis Mathusalem, quoi. Elle existe depuis que le monde existe. Comme c'est un phénomène naturel, il n'a pas commencé à se produire comme ça au 19e siècle, non, il a toujours existé. Hein. Voilà, depuis les temps immémoriaux, hein, vous vous rappelez, l'homme préhistorique, le culte des ancêtres, tous ces anciens mouvements égyptiens, grecs, juifs ou autres, les prophètes, le Moyen-Âge avec Jeanne d'Arc. Voilà, il y a toujours eu ce phénomène médiumnique, en fait, toujours existé, même si sa compréhension plus détaillée date du milieu du 19e siècle avec la codification spirit. Alors aujourd'hui, ce module, il est un petit peu complémentaire au précédent, puisque aujourd'hui, on va voir quelques exemples justement de médiums précurseurs. Voilà. Alors, on va donc faire un petit résumé biographique de ces principaux médiums précurseurs. Donc, il y en a un certain nombre qui ont été choisis, et donc on va voir ce qu'ils ont fait. Et donc, comment dire, c'est vraiment des exemples avec une médiumnité patente, évidemment, hein, marquante, et donc qui étaient peu ou pas interprétés à l'époque. Hein, on les considérait comme des prophètes. Et aujourd'hui, on arrive à mieux expliquer en fait ce qu'ils ont, les phénomènes qui les concernent, avec la philosophie spirit. Oui, alors tout à l'heure, j'ouvre une petite parenthèse, hein, on parlait, ah tiens, Alice dans la salle d'attente, voilà. Tout à l'heure, on parlait du fait de pouvoir être plus nombreux quand on est réunis en virtuel, mais ça, c'est sans compter l'enregistrement donc, qui reste sur YouTube et sur lesquels il y a 50 visualisations. Hein. Il y a pas mal de gens de personnes qui voudraient participer, mais bon, soit c'est un peu trop tôt, soit c'est autre chose, et il y a l'infirmière qui vient, etc. Mais il y a même une personne, hein, Monsieur Potier, il écoute les conférences, il les transcrit, et donc on a la transcription en texte. Voilà. Donc, ouais, juste pour vous dire que donc on est là maintenant 17 réunis, mais voilà, après, vous multipliez par 3 le nombre de personnes qui visualisent le cours depuis chez eux à l'horaire où ça leur convient. Voilà.
Alors, Charles, si oui, tu veux, je me permets, il y a un genre merci. de Larsen, en fait, je ne sais pas si je suis le seul à l'avoir. Alors, il y a Euh, moi j'entends un tout petit sifflement, ouais, c'est effectivement. ça, c'est bizarre. Alors, attends, je vais couper mon micro. Il y est toujours. Non, il y est toujours et tout le monde a son micro Je le coupé, remets. sauf moi. Donc si je coupe, Moi, je l'entends toujours encore, hein, même Il y avec ton a micro coupé. Valérie qui a le micro pas coupé, peut-être que c'est elle. ah, peut-être, ouais. Ah ouais, voilà, nickel. Là, on l'entend plus, ouais, Ah, le Larsen. Mais ouais, bon, merci. moi, je l'entends vraiment très, très faible. Alors, comme j'ai des acouphènes, ça ne me dérange pas trop, ce genre de choses. Mais Merci en tout cas. voilà, Moi, je l'entendais bien. d'accord. OK. Alors, ouais, ça, c'est les équipements, c'est sûr. Bon, mais à force, avec le virtuel, on s'y adapte, hein. Personnellement, bon, je ne vais pas faire de pub, j'utilise un truc comme ça. Donc, on a découvert ça au boulot il y a 10 ans. C'est vraiment parfait, quoi. J'ai jamais eu de problème, jamais eu d'écho, jamais eu de. Voilà, c'est vraiment un équipement qui est fait pour des visioconférences. Le seul inconvénient, c'est que, bon, quand il y a du bruit autour, hein, les chiens qui aboient, ben, vous l'entendez. Mais bon, voilà, il suffit de fermer la porte pour atténuer un peu, puis voilà. Alors, revenons à nos moutons. Donc, il y a Arthur Conan Doyle, vous le connaissez, Sherlock Holmes, hein, l'auteur de Sherlock Holmes. Eh bien, il était spirit. Hein. C'est pas toujours connu, mais il a connu Léon Denis, il a connu Gabriel Delanne, il était venu en France plusieurs fois. Il donnait des conférences. Alors, c'était innovateur à l'époque. Pourquoi? Parce que pendant ces conférences, il mettait un projecteur. Alors, c'était évidemment des projecteurs de cinéma avec les écrans. Enfin, il utilisait peut-être préférentiellement des salles de cinéma et il projetait des photos de matérialisation, de phénomènes médiumniques et de choses comme ça. Et donc, dans ces conférences, les salles se remplissaient, il y avait des centaines de personnes qui venaient. Et donc, voilà, je ne sais plus exactement quelle année il est mort, c'était aux alentours de 1930. Et même après sa mort, il y a sa femme, Lady Conan Doyle, qui avait continué aussi à disséminer le spiritisme, notamment en Angleterre, mais pas que. Et donc, Arthur Conan Doyle, il a écrit un livre qui s'appelle Histoire du spiritisme. Donc, vous ne connaissez peut-être pas. Bon, c'est un livre qu'on arrive à trouver relativement facilement. Il est peut-être même réédité chez un éditeur. Vous pouvez le trouver, bien sûr, sur l'encyclopédie Spirit. Hein, c'est www.spiritisme.net en téléchargement gratuit, hein, puisque Conan Doyle étant décédé il y a plus de 70 ans, toutes ses œuvres sont du domaine public et donc on a pu scanner ce livre. Et c'est donc dans ce livre, Histoire du spiritisme, qu'il avait fait de nombreuses recherches sur la médiumnité au cours du temps. Et Histoire du spiritisme, donc le titre l'indique, il avait aussi fait des études détaillées sur comment ça a commencé avec les sœurs Fox aux États-Unis et tous les médiums américains voilà, même avant, un peu avant et juste après. Et donc, il y a pas mal d'informations de ce cours qui viennent de ce livre d'Arthur Conan Doyle. Voilà. Il a écrit ce livre-là aussi, L'Éveil Spirit. Je ne sais pas si quelqu'un l'a lu. Ah, De Arthur Conan il me dit Doyle. rien celui-là. C'est peut-être une réédition, une compilation de textes. Oui, c'est une compilation de textes, tout à fait. Voilà. La nouvelle révélation, le message vital, il y a des débats, Le euh, message vital, ça me dit quelque chose. Ouais. la côte inexplorée et des articles et interventions. C'est un livre assez épais, hein, il fait quasiment C'est 1000 pages. c'est quel éditeur? Euh, Fantaisium. Ouais, ben voilà, je ne connais pas. Donc, vous voyez, on retrouve euh, pas mal de ses livres. Et puis, bon, c'est quelqu'un qui était bien sûr très extrêmement connu, hein, pas seulement en Angleterre, mais partout. Vous trouvez sur Internet des vieilles vidéos où il parle justement du sujet. Donc, c'est là aussi assez impressionnant. Et il a notamment traduit le livre Jeanne d'Arc Médium de Léon Denis en anglais. Donc, c'est quand même remarquable qu'un Anglais traduit un livre sur Jeanne d'Arc en anglais. Hein, parce que Jeanne d'Arc, c'est quand même, elle a fait basculer la balance de la guerre justement entre les Français et les Anglais. Hein. Voilà. Et puis donc, il avait voilà. Sherlock Holmes, c'était le détective. Et puis Arthur Conan Doyle, il avait un peu ça dans le sang aussi. Donc, ces livres, en fait, sont vraiment très, très intéressants. C'est vraiment fouillé d'un point de vue historique. Voilà.
Et donc, d'après lui, voilà, il les cite, hein, ceux qu'on va voir aujourd'hui, Emanuel Swedenborg, donc on en parlera un peu plus loin, Edward Irving, Andrew Jackson Davis, les sœurs Fox et Daniel Douglas Home. Alors, est-ce que vous les connaissez ou pas? Bon, les sœurs Fox sont un peu plus connues, hein, puisque c'était 1848 à Hydesville. Daniel Douglas Home, assez connu aussi, hein, puisqu'il était chez Napoléon III à réaliser des phénomènes de lévitation. Il est sorti en lévitant sa chaise, elle est sortie par la fenêtre, elle a lévité donc au-dessus de la rue, elle est rentrée dans la fenêtre de la pièce à côté. Donc c'est entre autres un phénomène qui s'est produit avec Home. Et donc c'était vraiment une médiumnité très forte à effet physique qui était remarquable et qui avait été observée. Alors, on va commencer par le premier. Donc, Emanuel Swedenborg, c'était un ingénieur suédois qui a vécu au XVIIIe siècle. Donc, vous voyez, on est retourné encore une fois 100 ans en arrière par rapport à la codification spirit. Et il possédait une clairvoyance remarquable. Il a publié quelques livres sur la vie dans le monde spirituel. Hein. Donc, vous trouverez des livres de Swedenborg publiés. Il y a même toute une théologie, en fait, dans ces livres qui est assez complexe. Personnellement, je ne les ai jamais lus jusqu'au bout parce que justement, c'est assez compliqué ce qu'il écrit. Mais donc, dans un de ses livres, où il affirme que ce monde consiste en plusieurs sphères qui représentent divers degrés de bonheur et de luminosité et qu'après la mort, nous irons vers celle qui correspond le mieux à notre condition spirituelle. Donc, vous voyez, c'est vrai ce qu'il dit, hein, mais bon, après, est-ce que ce sont des différentes sphères autour de la Terre? Voilà. Dans le principe, c'est vrai. Hein, à la mort, on se retrouve dans un lieu qui est en harmonie avec nos pensées et nos vibrations. Donc, Swedenborg est considéré comme le grand annonciateur de l'influx spirit des derniers temps, avant la fin du caractère épisodique du phénomène médiumnique qui s'est transformé en une invasion organisée par les esprits. Donc, on reviendra un peu plus tard dans le développement sur le phénomène qui est le plus connu, hein, le phénomène de vision qu'a eu Swedenborg. Et Arthur Conan Doyle, il parle justement qu'il y a eu quelques phénomènes comme ça isolés, comme Swedenborg et puis les autres qu'on va voir, avant ce qu'il appelle l'invasion organisée par les esprits. Alors, qu'est-ce que c'est que cette invasion organisée par les esprits? C'est la multiplication des phénomènes, les râpes, les tables tournantes qui tournaient partout dans le monde. À Paris, c'était les amusements des salons, etc. Donc, voilà, c'est ça qu'il appelle en fait cette invasion organisée par les esprits, donc une multiplication un peu supérieure à la normale, je dirais, des phénomènes médiumniques à cette époque-là, qui a justement attiré l'attention de quelques personnes sérieuses qui se sont mis à les étudier, comme on le verra plus tard aux États-Unis et en France, donc notamment par Hippolyte Léon Denisard Rivail, qui allait se transformer qui allait publier le livre des esprits et puis les autres livres sous le pseudonyme d'Allan Kardec quelques années plus tard. Voilà. Alors, Edward Irving, pareil, on va aller vite fait, c'était un pasteur protestant écossais né en 1792. Donc, vous voyez, là, on est aussi fin du 18e, dont la médiumnité d'inspiration attirait les foules qui écoutaient ses prédictions évangéliques, lumineuses et éloquentes. Donc, là aussi, remarquable, la médiumnité, elle existe partout. Elle n'existe pas que chez les spirites, elle existe aussi chez les protestants et les évangéliques. Hein. Dans l'église qu'il dirigeait, survinrent de remarquables phénomènes de psychophonie et de voix directe. Qu'est-ce que c'est que la psychophonie? C'est quand le médium, en fait, parle sous l'influence d'un esprit. Hein. L'esprit, il utilise, comment dire, le corps du médium pour parler. Donc, en fait, le médium, il parle avec une voix qui n'est pas la sienne, des choses qu'il ne connaît pas, etc. Donc, sous influence médiumnique. Et la voix directe, vous savez ce que c'est? Donc là, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire les esprits utilisent donc de l'ectoplasme, donc ils matérialisent en quelque sorte comme si c'était des cordes vocales que l'esprit utilise donc pour faire entendre sa voix. Donc en fait, la voix, elle est dans l'air, on ne sait pas trop d'où elle vient. Hein. Il y a des cordes vocales qui sont matérialisées et qui permettent à l'esprit de s'exprimer. Donc c'est ça qu'on appelle les voix directes.
Mais là, encore une fois, il faut un médium, certainement Irving lui-même, hein, qui cède de l'ectoplasme aux esprits pour qu'ils puissent réaliser ce phénomène. Donc, les voix directes, c'est un phénomène qu'on appelle à effet physique, hein, alors que la psychophonie, ben, c'est le contact direct avec les centres moteurs de notre cerveau, donc de père-esprit à père-esprit, sans être, donc de l'esprit communicant avec le père-esprit du médium, sans avoir besoin d'ectoplasme ou d'effets physiques. Hein. Bon, les médiums à ectoplasme, quand on les a connus, quand on en a connu un à Tannes ou à Mulhouse tout au début, qui faisait bouger les tables, ben, ça demande de l'ectoplasme, donc c'est de l'effet physique, hein, pour faire bouger la table. Et il y a forcément un médium qui cède ce fluide et qui, quelque part, se fatigue. Hein. Et on avait vu très bien qui était ce médium, hein, c'était l'épouse de l'expérienceur, de la personne qui faisait du chef de groupe, quoi. Et donc, elle était toujours fatiguée après les séances, et à un moment donné, elle était à force, il les multipliait peut-être un peu trop, elle était assez indisposée, et donc, du coup, les phénomènes, ils avaient arrêté comme ça. Donc, vous voyez, les phénomènes à effet physique qui demandent donc de l'énergie. Voie directe. On peut dire que les expériences médiumniques d'Irving furent, par leur singularité, un trait d'union entre Swedenborg et un autre éminent précurseur de la doctrine spirit, donc Andrew Jackson Davis. Donc Andrew Jackson Davis, surnommé le prophète de la nouvelle révélation, pour avoir vécu l'avenue du spiritisme, hein, donc il a vécu 1848 en 1826, hein, donc il était relativement jeune, né à New York, États-Unis. En dépit de sa faiblesse physique et de son bas niveau de scolarité, il fut un excellent médium clairvoyant, clairaudient et guérisseur. Donc clairvoyant, ça veut dire un médium qui arrive à voir les esprits. Hein. Bien sûr, ce n'est pas avec ses yeux physiques, mais c'est avec ses yeux, entre guillemets, spirituels. Hein. Il arrive à se dégager de son corps et puis donc, à partir de là, voir les esprits et les décrire. Clairaudient, ça veut dire, c'est Jeanne d'Arc, hein, qui entend des voix. Et guérisseur, ça veut dire qu'il s'approchait d'une personne malade et souvent, il arrivait très souvent à obtenir des guérisons quasi spontanées de ces personnes. Donc, voilà ce que c'est que le médium guérisseur. Il possédait aussi une capacité naturelle de prédire le futur, de faire des diagnostics et des pronostics médicaux. Donc là aussi, alors prédire le futur, c'est voilà, le fait d'avoir cette intuition, de prendre du recul par rapport aux choses et puis de voir d'où elles viennent, où elles sont, et puis donc de pouvoir en déduire plus facilement où elles vont, hein. Ou de deviner aussi les intentions des personnes, hein. Donc c'est les éléments qui permettent de prédire le futur. Faire des diagnostics, c'est pareil, avec sa vision des yeux de l'esprit. Là, vous en avez d'autres, des médiums comme ça qui sont venus par après, hein, Edgar Cayce ou Bruno Gröning. Donc, qui ont la faculté de voir la personne en face d'eux, leur père-esprit, et ils arrivent à voir les zones où il y a pas où il y a un problème au niveau périspritale, et donc qui correspondent souvent soit à des zones déjà malades, soit à des zones fragiles qui peuvent donner une maladie. Voilà. Et de s'exprimer en langue méconnue. Donc voilà, il parlait dans des langues qu'il ne connaissait pas, donc on appelle ça la xénoglossie. Xéno étranger, glossie langue. Hein. Donc parler, il y a certains médiums qui ont cette faculté de parler des langues qu'ils ne connaissent pas. Voilà. Et le dernier, c'est Daniel Douglas Home, hein, qui possédait une médiumnité exceptionnelle de lévitation. Il était aussi né en Écosse d'ailleurs, tiens, je n'avais pas remarqué. Et donc en 1833, et on disait à son sujet, quand M. Home passe, il répond autour de lui le plus grand de tous les bienfaits, la certitude de la vie future. Voilà, encore une fois, une citation d'Arthur Conan Doyle. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Sinon, écoutez, on va rentrer un peu plus dans le détail du parcours de chacun de ces 5 personnages. Donc, on va commencer par Emanuel Swedenborg. Hein. Donc, il n'y a pas vraiment, on ne sait pas vraiment quand il a commencé à être médium. Hein. Ça s'est produit de façon sporadique. Et donc, voilà, il a quand même eu des phénomènes médiumniques, notamment un, hein, qui est très fort. Voilà.
Donc, c'était un ingénieur des mines, expert en métallurgie, physique et astronomie. Bon, pour le XVIIIe siècle, c'est pas mal, parce que le métier d'ingénieur, en fait, il n'est pas si vieux que ça. Et dès son enfance, il était médium clairvoyant, hein, donc il arrivait émancipé de son corps, il arrivait à voir ce qui se passait dans d'autres lieux, apparemment, sans sortir de son état normal de conscience. Alors, excusez-moi, je me suis trompé hein, quand j'ai parlé du médium clairvoyant, c'est celui qui voit les esprits. Non, en fait, le médium clairvoyant, c'est celui qui arrive à percevoir des choses et des phénomènes. Ça fait partie aussi de la psychométrie. Par exemple, quand un médium touche un objet qui a appartenu à quelqu'un, il se met quelque part il arrive à lire les fluides dont le propriétaire de l'objet a imprégné justement l'objet et donc à dire des choses sur cette personne-là. Voilà. Le médium qui voit les esprits, c'est un médium voyant. On confond souvent les deux. Vous voyez, même moi-même, je les confonds, je suis désolé. Et parce que le mot médium voyant, aujourd'hui, il est justement utilisé pour prédire l'avenir. Vous voyez, c'est là où il y a un peu la confusion. Mais voilà, quand vous regardez le livre des médiums, le médium voyant, c'est celui qui voit les esprits. Et le médium clairvoyant, c'est celui qui arrive à voir ce qui se passe dans d'autres lieux et quelquefois aussi à prévoir le futur. Voilà. Et donc, le phénomène le plus remarquable, c'est qu'il était réuni à Göteborg avec un certain nombre de personnes. Hein, et puis d'un coup, pendant la réunion, il est tombé en transe et il a commencé à décrire un incendie qui avait lieu à Stockholm, donc qui était à 300 miles, hein, donc plusieurs centaines de kilomètres de distance, avec 16 invités. Hein, et il a décrit l'incendie, où l'incendie a eu lieu, où il s'est arrêté. Hein, il a eu le flash aussi quand l'incendie s'est arrêté, à quelques maisons de la sienne. Et donc, à l'époque, évidemment, il n'y avait pas de téléphone, pas d'Internet, il n'y avait rien. Et 2-3 jours plus tard, quand les nouvelles sont arrivées, les informations concernant cet incendie qui avait vraiment eu lieu et toutes les caractéristiques que Swedenborg avait décrites ont pu être vérifiées et étaient vraies. Voilà. Donc là, c'était vraiment la médiumnité, donc la clairvoyance, mais avec la vérification derrière. Voilà. Et ensuite, donc, Swedenborg, il était aussi voyant. Donc, vous voyez, la faculté de voir les esprits. Hein, ça a commencé en une soirée d'avril en 1744 à Londres. Et donc, il a eu cette faculté pendant toute son existence. Et donc, ça, c'est une citation de Swedenborg. Hein, la même nuit, le monde des esprits, enfer et ciel me furent ouverts, où je trouvais bien des personnes de ma connaissance de toutes les qualités. Après quoi, le Seigneur ouvrit quotidiennement les yeux de mon esprit pour que je voie en état de parfaite vigilance ce qui se passait dans l'autre monde et que je converse tout éveillé avec les anges et les esprits. Donc, je connais une personne qui a cette faculté de voyance, hein, qui vit toujours aujourd'hui en France. Et donc, là aussi, c'est assez remarquable. Hein, d'un coup, il commence à décrire un esprit qui est derrière nous. Et donc, par rapport à ce qu'il décrit, voilà, il y a des signes très clairs qui permettent de reconnaître quelqu'un qu'on a connu ou un parent qui est décédé. Mais alors vraiment avec les détails du genre, le genre d'habit qu'ils utilisaient ou une blessure ou une tache, une marque de naissance ou des choses comme ça, quoi. Et c'est vraiment impressionnant. Et donc, ils arrivent, comment dire, l'esprit qui se fait voir justement par cette personne ou par les médiums voyants, ils font justement, donnent des signes qui permettent de les reconnaître. Voilà. Et donc ça, c'était Swedenborg. Alors, parmi les enseignements qu'il avait transmis, donc le monde spirituel consiste en plusieurs sphères différentes représentant diverses nuances de bonheur et d'illumination. Donc, vous voyez, c'est ce que le spiritisme a confirmé par la suite, hein, qu'il y a, dans le monde des esprits, vous avez des zones où il y a des esprits encore très arriérés, vous en avez pour les esprits intermédiaires, vous avez des cités spirituelles comme Nossolar, et vous avez bien sûr des endroits où se réunissent les bons esprits, donc c'est les mondes vraiment heureux et lumineux. Voilà, c'est un peu ce qu'il dit. Voilà. Et après la mort, nous allons dans celle qui correspond à notre état spirituel. Voilà. C'est-à-dire qu'un esprit peu élevé n'ira pas dans un monde où il y a des purs esprits, quoi. Il se retrouverait un petit peu comme pas comme un intrus, mais en dehors de son milieu, si vous voulez, quoi. Hein.
Et donc, cette chose-là se fait de façon automatique, hein. C'est ce principe d'affinité qui fait que on se retrouve automatiquement, hein, sans qu'il y ait besoin d'aiguillage ou de Saint-Pierre qui dit toi tu vas à droite, toi tu vas à gauche. Donc on se retrouve automatiquement dans le lieu qui correspond à notre état mental, à notre avancement intellectuel et moral. Voilà. Ensuite, il continue en disant le décor, les conditions et la structure du monde spirituel ressemblent à ceux de la terre. Il y a des maisons pour les familles, des temples religieux, des salles et des palais. Donc, vous voyez, ce n'est pas Chico Xavier et André Louis qui a inventé ça dans nos solars, hein. Swedenborg, il avait déjà clairement expliqué les choses, hein, et on avait vu ça en étudiant les fluides, hein, que les fluides ont une réalité pour les esprits, ils arrivent à les modeler, former des objets et par voie de conséquence à former des villes, des cités entières. Et donc Swedenborg, il avait perçu ça. La mort est douce car les êtres célestes aident les nouveaux venus dans le monde spirituel qui bénéficient d'une période de repos absolu, retrouvant leur conscience en peu de temps. Alors ça, est-ce que c'est vrai? Ça dépend. Alors attention, il y a Yves qui arrive. Ça dépend. Donc, pour les bons esprits, oui, hein, ceux qui meurent la conscience tranquille, oui, c'est vrai, hein. Par contre, pour les autres ou les suicidés ou ceux qui meurent avec la conscience chargée, c'est pas tout à fait comme ça, hein. Quand vous lisez Le ciel et l'enfer, hein, notamment le passage, le temps de dégagement dépend de notre attachement aux choses terrestres, hein. Donc, les esprits qui étaient très sensuels, avares, attachés à la matière, à leurs biens matériels et tout, ils n'arrivent pas à se dégager aussi facilement que ça. Voilà. Ensuite, il dit il y a des anges et des démons, mais qui ne sont pas d'un ordre différent d'une autre. Ce ne sont que les êtres humains extrêmement évolués ou au contraire retardés. Donc là, ça, c'est comment dire, les autorités catholiques religieuses n'ont pas dû apprécier quand ils ont vu ça, hein, puisque pour eux, pour elles, les anges, c'est des créatures à part dans la création, hein, qui ont été créées parfaits. Et d'ailleurs, enfin parfaits entre guillemets, puisque soi-disant, il y en a un d'eux qui aurait viré de bord, hein, et qui, donc, l'ange déchu, qui aurait, et c'est comme ça qu'ils expliquent le diable, hein. Donc ça voudrait dire que la création de Dieu n'était pas parfaite, puisqu'il y en a quelques-uns qui ont quand même, qui n'étaient pas si parfaits que ça. Donc ces théories dont on nous arrose et qui ne font pas trop de sens. Alors que là, Swedenborg, il disait clairement, ben voilà, les esprits élevés, c'est des esprits qui sont passés, c'est pas des privilégiés, ils sont passés par toutes les phases par lesquelles nous on passe aujourd'hui. Et donc, mais ils ont été créés avant nous, ils ont eu le temps, par leur travail et leur effort personnel, d'évoluer davantage pour arriver à cet état de bons esprits qu'il appelle là des anges. Voilà. Et auquel nous, on arrivera aussi, hein, selon notre bonne volonté, dans plus ou moins longtemps. L'homme ne change pas avec la mort, il emporte avec lui ses modes de pensée acquis, ses préjugés, ses préoccupations. Il est jugé par une loi spirituelle qui prend en considération les résultats de sa vie tout entière. Donc ça aussi c'est vrai, hein. C'est pas parce qu'on se désincarne qu'on devient omniscient ou qu'on devient sage, non. Les esprits, les caractéristiques de l'esprit incarné à la désincarnation restent dans notre esprit, hein. Alors, quand il dit il est jugé par une loi spirituelle, moi je dirais plutôt on se juge soi-même, hein. Encore une fois, il n'y a pas Saint-Pierre qui dit toi tu vas à droite ou à gauche. Quand vous voyez des épreuves comme la Covid, c'est quelque part le petit aiguillon qui nous pousse à réagir. Et donc, vous avez dans la population, comme on peut le voir, des gens qui réagissent plus ou moins bien, des gens qui se décarcassent pour aider les autres, qui essayent quand même malgré tout de trouver des moyens de pouvoir avoir des échanges. Et puis vous avez d'autres gens qui nient le phénomène, qui préfèrent privilégier une activité économique. Alors on reconnaît effectivement qu'il y a des cas assez difficiles, hein, des difficultés énormes qui se présentent chez certains. Mais bon, à partir du moment où l'activité économique met en péril la vie d'autrui, c'est là où, comment dire, il faut qu'on réfléchisse, hein. Notre liberté, on ne peut pas en abuser, elle s'arrête là où elle enfreint celle de l'autre. Et après, vous avez carrément des gens qui nient, qui disent que ce n'est pas vrai, que ça n'existe pas, que c'est une petite grippe, etc., même au niveau des dirigeants de pays, hein, comme on a pu le voir
au Brésil ou aux États-Unis il n'y a pas longtemps, et où, quand vous regardez, ben, les morts maintenant là, se comptent par centaines de milliers, quoi. C'est vraiment une calamité. Vous avez des pans entiers de la population qui sont, on voit à la télé les bouteilles d'oxygène qui manquent, etc. Enfin, c'est vraiment des situations dramatiques. Et quelque part, c'est le révélateur. Donc, on apprend à se connaître soi-même. Comment est-ce que nous, on a réagi pendant le Covid? Ben, si on a bien réagi ou mal réagi, hein, c'était des choses peut-être latentes, tant qu'il n'y a pas l'événement, le petit aiguillon, hein, qui nous stimule à nous révéler, ben, on peut se surestimer ou se sous-estimer, hein. Et donc, la Covid, c'est justement un élément qui permet que chacun se révèle. Et donc, au moment où on retournera dans l'au-delà, ben voilà, il n'y aura pas photo, quoi. On aura sur notre conscience, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu n'as pas fait, etc. En nous jugeant encore une fois nous-mêmes, hein. Et c'est ça qui fait qu'on se retrouve donc dans des mondes plus ou moins évolués en fonction de notre état de conscience. Les enfants sont reçus dans le monde spirituel sans aucune discrimination, qu'ils aient été baptisés ou non. Ils grandissent dans l'autre monde sous les soins de jeunes femmes qui leur servent de mère jusqu'à l'arrivée de leur vraie mère. Alors là, bon, c'est un peu imagé. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de discrimination, donc ça, c'est vrai. Qu'ils aient été baptisés ou non. Donc voilà, il démontait clairement donc certaines notions de l'Église, hein. S'il n'est pas baptisé, voilà. S'il est baptisé, il va être sauvé. Bon, ça ne dépend pas du tout de ça, encore une fois. Et ce qu'il dit aussi, là, c'est que les enfants continuent à grandir dans l'autre monde sous les soins de jeunes femmes qui leur servent de mère jusqu'à l'arrivée de leur vraie mère. Alors là, c'est un petit peu imagé. Donc c'est vrai que l'esprit de l'enfant, enfin un esprit qui se désincarne en bas âge, son esprit qui est donc à l'état d'enfance incarné, il ne revient pas à l'état d'esprit adulte ou neutre immédiatement dans l'au-delà. Il y a une période d'enfance, hein. Donc ça, on a trouvé ce genre de description dans la littérature spirit. Maintenant, après, jusqu'à l'arrivée de leur vraie mère, ça dépend encore une fois des lois d'affinité, hein. Il y a souvent plus d'affinité avec des personnes tierces qu'avec les géniteurs, hein. Ça dépend des cas. Donc, ouais, bon, c'est une affirmation un peu générale qui est vraie dans un certain sens, mais pas forcément dans l'absolu. Ensuite, il n'existe pas de peine éternelle. Alors là, encore, boum, encore une claque pour les dogmes des religions traditionnelles, hein. Donc, qui, encore une fois, utilise ce dogme des peines éternelles, de l'enfer, pour faire peur aux croyants et puis pour en faire voilà, de bons croyants dociles qui font ce qu'on leur demande de faire. Vous voyez, la peur, ça a toujours été un instrument de manipulation depuis Mathusalem, hein, donc, qui a été utilisé par ce système d'enfer qu'ils ont inventé pour dominer les fidèles, mais qui existe encore aujourd'hui, hein. Les gens, ils ont peur de la Covid, ils ont peur de la mort, et vous avez des gens qui en profitent, qui vendent des choses, des vaccins qu'on trouve sur le marché parallèle à 100 fois le prix, etc. Donc, vous voyez, la peur, c'est pour ça que essayer de contrôler ses peurs. La peur, c'est quelque chose de salutaire parce que c'est l'instinct de préservation, hein, donc qu'on retrouve chez les animaux et aussi chez l'humain. Mais il faut se méfier donc de ne pas être manipulé justement par cette peur, des gens qui vous font peur pour des choses qui n'existent pas. C'est là où il faut qu'on exerce notre discernement, parce qu'à partir du moment où on a peur, c'est pire, quoi. On se fragilise et puis on est beaucoup plus facilement manipulable. Oui, Fernanda? Bonjour à tous. Je voulais rajouter une petite chose, un petit commentaire si c'est possible. Oui, bien sûr. Avec Allô? plaisir. Sur le paragraphe qui tu disais sur les enfants bas âge, Oui. Quand on passe au-delà qui reste dans le double de la désincarnation dans cette il y a Chico Xavier aussi qui fait ce travail. Un des esprits qui font ce travail, c'est Mei Mei. Oui, oui, c'est dans cette Elle littérature-là, s'occupe effectivement. à la rééducation et à les aider, puis quand ils se réveillent de ce trouble, qu'ils soient un peu mieux. C'est ça.
il y a Chico Xavier qui décrit, mais je ne me souviens pas en quel livre, mais l'esprit qui s'occupe, qu'il décrivait, qui fait ce travail aussi, un de los esprits, c'était Mei Mei. Alors, on l'a vu dans un cours précédent, hein, C'est là tout. où on parle des sphères spirituelles. Il parle effectivement de ces cités qui sont spécialisées pour accueillir des enfants. Hein. Donc, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure. Enfin, si vous regardez les fascicules, vous verrez, il y a un cours qui en parle. Hein. Voilà. Alors après, ben, ceux qui se retrouvent en enfer peuvent travailler pour en sortir. Oui, 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 oui. Ben voilà, là, donc, vous voyez, c'est pour ça quand on dit que c'est un précurseur, vous voyez, la plupart des idées qui sont dans la philosophie spirit, ben, encore une fois, Kardec, il a rien inventé. La seule chose, c'est qu'il a systématisé ces enseignements, mais les idées, elles existaient déjà par le passé, notamment chez Swedenborg. Hein. C'est pour ça que Kardec, il écrit bien au début, ben, je crois que c'est de l'Évangile, hein, que les esprits ne sont pas venus contester ou détruire la loi, mais l'accomplir. En fait, c'est ça. Ils sont venus le réexpliquer, donc en les mettant cette fois en accord avec la logique et la raison. S'ils en ont la volonté, voilà. Ceux qui sont aux cieux peuvent travailler pour accéder à des positions plus élevées. Donc là, clairement, c'est l'évolution peut se produire aussi dans le monde des esprits. Le mariage existe sous la forme de l'union spirituelle par laquelle un homme et une femme forment une unité complète. Voilà, donc il y a les affinités entre esprits. Aucun détail n'était trop infime pour son observation des sphères des esprits, donc Swedenborg. Il parle de l'architecture, de la musique, de la littérature, de la science cultivée là-bas, des fleurs, des écoles, des bibliothèques, des musées, des sports pratiqués dans le monde de l'au-delà. Donc, vous voyez, c'est du no solar avant l'heure. C'est Kardec qui décrivait la maison de Mozart à Jupiter, hein, dans la revue Spirit. Voilà, donc on est sur ces choses-là. Donc, voilà les livres qu'il a écrits. Ciel et enfer, la Nouvelle Jérusalem et Arcane Celestia. Voilà, donc c'est les livres de Swedenborg. Je ne sais pas si on les a sur l'encyclopédie Spirit, je ne suis pas sûr, parce que moi personnellement, je ne les ai jamais vus. Bon, je dois avoir un livre qui est d'une édition récente, hein, parce qu'il existe toujours des associations comme il y a des spirites, si vous voulez, vous avez des associations d'adeptes de Swedenborg. Moi, le seul bémol que je mets sur Swedenborg, c'est encore une fois, il a parlé, dans ces livres-là, il y a une théologie c'est compliqué. Hein, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut lire dans le livre dans l'Évangile selon le spiritisme d'Allan Kardec. Alors, on va passer au suivant, qui est Edward Irving. Donc, il est un peu moins connu, hein, d'une souche écossaise, 1792, pauvre et laborieuse, pasteur protestant, médiumnité d'inspiration qui attirait les foules. Hein. L'église qu'il dirigeait, donc en 1831, il y a eu des phénomènes remarquables de psychophonie de voix directe, on l'a vu, donnant les enseignements qui contrariaient l'orthodoxie et qui, pour cette raison, furent considérés comme l'œuvre du diable. Donc, vous voyez, alors l'avantage des églises protestantes, c'est qu'il y a quand même une certaine liberté. Hein. Ce n'est pas avec une encyclique comme les catholiques qui est imposée à tout le monde. Les protestants sont relativement libres. Hein. J'ai découvert ça, j'ai causé avec un ami protestant il n'y a pas longtemps. Et en fait, chaque prêtre, il enseigne un peu les choses à sa manière. Alors, de temps en temps, il y a quand même, ils se réunissent, hein, pour discuter de ces principes et puis se réaligner. Mais si vous avez dans une église protestante, vous entendrez le prêtre dire des choses qui seront peut-être différentes de ce qu'un autre prêtre dira dans une autre église. Oui, Fernanda? Je m'excuse. Notre frère et sœur participants, s'ils pouvaient, s'il te plaît, de mettre, fermer le micro, comme ça on peut entendre bien Il y a ce un que peu de Charles bruit nous de fond, raconte. hein. D'accord. Oui. Voilà. Merci, c'est tout. Alors, ces enseignements furent présentés de façon dogmatique par d'interminables intrigues alternées de censure qui se transformaient en malhonnêteté envers ceux qui participaient au phénomène. Donc, vous voyez, il y a eu bien sûr de la résistance, hein, comme par les sœurs Fox, où il y a eu là aussi des fanatiques religieux qui s'en sont mêlés. Hein. Les sœurs Fox ont failli être lynchées, les pauvres. Les sensitifs se condamnaient les uns les autres d'hérétiques. Hein. Ces manifestations démontraient l'existence d'une véritable force psychique, révélant de la même façon une loi spirituelle expliquée plus tard par les esprits supérieurs, selon laquelle les esprits sont attirés
par notre façon d'être, donc par l'affinité. Hein. Voilà, si nous sommes présomptueux et orgueilleux, nous attirons les esprits malveillants et devenons une proie. C'est ainsi que nous pouvons expliquer la forme contondante et même peu charitable de ces manifestations, de certaines de ces manifestations. Voilà. Et donc, les expériences d'Edward Irving et les manifestations spirites entre 1830 et 1833 constituent donc, par leur singularité, un trait d'union entre Swedenborg et un autre précurseur éminent de la doctrine spirit qui était Andrew Jackson Davis. Alors, on va passer à Andrew Jackson Davis. Donc, il est surnommé le père de spiritualisme, l'Allan Kardec américain. Donc, vous voyez, fils de parents humbles et incultes, il est né en 1826, donc il était quand même 22 ans plus jeune que Kardec, hein, dans un district rural de l'État de New York, sur les berges du fleuve Hudson, parmi des gens simples et ignorants. Voilà. C'était un enfant peu évolué, il n'a pas eu beaucoup d'activités intellectuelles, le corps maigre, sans aucun trait qui puisse dénoncer son exceptionnelle médiumnité qui allait venir plus tard. Hein. Et donc, il commença à entendre dans les dernières années de son enfance des voix agréables et gentilles, suivies de belles clairvoyances, se développant en lui, dans le même temps, des dons médiumniques de diagnostics médicaux. Le 6 mars 1844, il fut transporté de la petite localité de Poughkeepsie, où il habitait, vers les montagnes de Catskill, qui étaient distantes de 40 000. Alors voilà, donc ça c'est un phénomène déjà aussi à effet physique assez remarquable. Hein. On vous avait parlé de lévitation tout à l'heure. Et là, en fait, il y a eu un phénomène de transport. C'est-à-dire, il était dans un village, et puis d'un coup, d'un moment à l'autre, il s'est retrouvé dans les montagnes qui étaient à 40 000, donc je ne sais pas, une soixantaine de kilomètres, de façon quasi instantanée. Voyez, c'est ce qu'on appelle le phénomène de transport qui se produit pour des objets, mais qui peut aussi se produire pour des personnes physiques, comme c'était le cas donc de Jackson Davis. Alors imaginez, les gens qui étaient avec lui, ben, ils ont dû avoir peur, où est-ce qu'il est passé et tout. Et bon, l'histoire, elle ne dit pas, enfin si, elle le dit là dans la suite, hein, comment dire, qu'ils ont réussi à le retrouver 50 km plus loin, carrément en instantané, quoi. Il rencontra dans ces montagnes deux vieillards qui s'avérèrent être ses mentors, donc ses guides spirituels, postérieurement identifiés comme étant les esprits de Galien et de Swedenborg. Donc, vous voyez, l'histoire dit que Swedenborg, c'était un des guides spirituels de Andrew Jackson Davis. Ce fut le premier contact que le jeune homme eut avec ceux que l'on appelle les morts. Avec le temps, sa médiumnité s'engagea dans de nouveaux chemins. Quand il était en transe, il parlait diverses langues, y compris l'hébreu, chacun lui étant inconnu, affichant d'admirables connaissances de géologie, discutant avec une rare habileté de confuses questions d'archéologie historique et biblique, de mythologie, tout comme de thèmes linguistiques et sociaux, malgré le fait de ne rien connaître en grammaire et sans les moindres études littéraires ou scientifiques. Vous voyez ? Donc là, c'est encore une fois un exemple de médiumnité. Hein, donc, soit que c'était des choses qu'ils ne connaissaient pas dans cette vie, mais qu'ils connaissaient d'une vie antérieure, soit c'était bien sûr aussi les esprits qui étaient là et qui l'aidaient dans ces dialogues et dans ces réponses qu'il donnait à des scientifiques. Donc tout ça, ça a été constaté là aussi par des scientifiques. Il y a des livres qui ont été écrits sur le sujet. Et donc c'est pour ça que Andrew Jackson Davis, en fait, il est tellement connu. Donc, il n'a pas vraiment écrit de livres comme Allan Kardec a pu le faire, mais vous avez beaucoup de livres sur lui. Et il me semble d'ailleurs qu'il a, il a quand même écrit un livre, on y arrive. Quand il était en transe, ça on l'a vu. Alors, pendant 2 ans, il dicta en transe inconsciente un livre sur les secrets de la nature publié en 1847. Donc, vous voyez, on est 10 ans avant le livre des esprits quand même, sous le titre Les principes de la nature. Et ce livre, en fait, il est assez remarquable parce que donc, ce qu'il dit dans ce livre, c'est très proche justement de ce que Allan Kardec a compilé 10 ans plus tard. Alors après, bien sûr, vous avez les sceptiques qui vont dire « Ah ben oui, ben voilà, ça y est, Allan Kardec, il a copié Jackson Davis, donc il n'a rien inventé, blablabla. Bla, bla. » Bon, ok. Mais Jackson Davis, il a sorti d'où, hein, vous voyez, après, on peut... Hein, Kardec, il répond à ça, ben, c'est l'universalité de l'enseignement des esprits. Les esprits viennent donner le même enseignement à divers points de façon indépendante. Voilà. S'ils ont dit quelque chose à Jackson Davis et s'ils ont dit quelque chose par l'intermédiaire des tables et des médiums qui étaient à Paris et que Kardec a observé,
ça ne fait en fait que confirmer ce principe de l'universalité de l'enseignement des esprits, qui est d'ailleurs un principe fondamental, hein, parce qu'un esprit il peut venir n'importe où, n'importe quand, raconter n'importe quoi, mais quand vous avez 10 esprits ou 100 esprits qui viennent raconter la même chose de façon indépendante à plein d'endroits différents, dans des pays différents, ben, vous comprenez que le premier, ben, c'est tout simplement une opinion individuelle qu'il faut prendre avec prudence. Et quand vous avez 10 esprits, donc ce phénomène justement d'universalité de l'enseignement, ça donne beaucoup plus de force au message, surtout si, encore une fois, par l'analyse du bon sens et du discernement, ce message est logique et a du sens. Voilà. Et donc Conan Doyle, en parlant de ce livre, il dit « C'est un des livres les plus profonds et originaux de la philosophie ». Vous voyez, Conan Doyle, hein, et donc écrit par quelqu'un qui était quasiment illettré. Et donc ce livre-là, je ne pense pas qu'il existe en français, il faudrait qu'on vérifie, mais sinon, je ne pense pas non plus qu'on l'ait sur l'encyclopédie Spirit, puisqu'on a fait surtout que du français, mais vous le trouvez très facilement sur Internet, au moins dans sa version originale en anglais. Voilà. David reçut également beaucoup d'autres livres, environ 30, en partie édités avec le titre général de Philosophie harmonique. Voilà, donc c'est l'œuvre médiumnique de Andrew Jackson Davis, est transmis par l'entité spirituelle Swedenborg. Donc c'est l'esprit de Swedenborg qui lui aurait dicté ses livres. Ce n'était pas un mystique ni un religieux, n'acceptait pas la révélation biblique dans son interprétation littérale, honnête, sérieux, incorruptible, amoureux de la vérité, sincèrement convaincu de sa responsabilité dans les événements rénovateurs. Dans sa pauvreté matérielle, il n'oublia jamais la justice et la charité envers les autres. Donc, vous voyez, les personnes que les esprits choisissent de préférence pour ce genre de mission, hein. Donc, ça nous fait penser un peu à Chico Xavier, hein, qui a eu aussi un niveau d'études assez bas, qui était tout petit, souffreteux, et donc, mais qui est aussi resté humble, voilà, amoureux de la vérité, honnête, hein. Ce sont ces personnes-là qui font les meilleurs missionnaires. Alors, avant 1856, Jackson Davis prophétisa l'apparition des automobiles et des véhicules aériens mis en mouvement par une force motrice de nature explosive. Il faut le faire, hein, parce que les moteurs à explosion, c'est que 50 ans plus tard qu'ils sont venus. Et lui, donc, il avait cette vision-là, tout comme les machines à écrire et, selon que tout indique, les locomotives à moteur à combustion interne. Il est extraordinaire, étonnant même, de voir la richesse des détails concernant ces inventions futures que Davis laissa imprimer dans son ouvrage Penetralia. Oui. Charles, Oui. j'ai trouvé, je l'ai mis dans la marge, un truc sur Conan Doyle, alors je ne sais pas ce que c'est, il faudrait le lire. Il y en a sur Momox ou autre, voilà. J'ai mis un lien. Oui, alors Alors, voilà. je ne sais pas si c'est vraiment lui ou pas, il faut regarder. Non, il faut donc, mais l'histoire du spiritisme, on l'a sur l'encyclopédie Spirit, hein, ça j'en suis sûr. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Voilà. Après, en 1847, il a prévu la manifestation ostensible des esprits auprès des êtres humains. Donc, en gros, il a prévu ce qui s'était passé l'année d'après à Hightsville, hein. Voilà. Une exubérante démonstration, hein. Et donc, son ouvrage initial de grande luminosité fut une préparation pour l'apparition du spiritisme. Et dans une de ses notes datées du 31 mars 1848, on peut lire ce passage significatif. À l'aube, un souffle frais passa sur mon visage et j'ai entendu une voix douce et ferme me dire « Frère, un bon travail a été commencé. Contemple la démonstration vivante qui surgit. » Je me mis à songer à la signification d'un tel message. Il était très loin d'imaginer justement que la même nuit, hein, la dite nuit, les sœurs Fox à Hightsville conversaient au moyen de coups avec l'esprit d'amour, inaugurant le grandiose mouvement spiritualiste mondial. En raison de ce fait, Jackson Davis vint à être cité par quelques écrivains spirites, le qualifiant du prophète de la nouvelle révélation, comme le fit Conan Doyle. Voilà. Donc, voilà. Lui c'était vraiment quelqu'un d'éminent, hein. C'était quelqu'un. Donc, voilà, on le voyait, après, on dit il y a une comparaison avec Francisco Cándido Xavier. Donc, voilà. Et donc, on ne va pas tout lire, hein, ce sera peut-être un peu trop long, là, le temps, il avance.
On va passer, je vous laisse, vous pourrez le lire après dans tous les détails, mais bon, voilà, c'était vraiment un des grands précurseurs. Donc, on va passer maintenant à Daniel Douglas Home. Donc, lui, il est né en 1833, aussi en Écosse, et il avait donc une médiumnité à effet physique. Voilà. Ça, on l'a déjà lu. Et donc, Home, il est venu à Paris en octobre 1855. Donc, Kardec l'a vu, qui s'appelait encore Rivail à l'époque, puisqu'il n'avait pas encore publié le livre des esprits. Et donc, c'est là aussi quelque chose qu'il faut encore, dont on retrouve des éléments, mais que Kardec, il aurait assisté aux représentations données par Home dans la cour de Napoléon III avec l'impératrice Joséphine. Hein. Et donc, c'est allé jusque-là, si vous voulez, en France. Hein. Voilà. Et donc, quand il est venu en France, donc, il y a ces phénomènes qui se sont produits. Donc, Kardec, il en parle un peu dans la revue Spirit de 1858, hein, en élogiant justement Douglas Home pour la qualité des phénomènes qu'il produisait, quoi. Voilà. Et donc, c'est là aussi, le fait qu'il soit venu en 1855, ça a aidé justement à préparer le terrain au livre des esprits qui allait sortir un an et demi plus tard. Voilà. Et donc, Home ébranla par ses remarquables facultés médiumniques les convictions de beaucoup de monde, y compris des personnes qui n'avaient pu être les témoins oculaires. Kardec fit des éloges du caractère de Home, de sa modestie, de ses nobles sentiments, de son élévation d'âme, et on vint relater les faits qu'il avait lui-même constatés ou que des témoins oculaires les plus dignes de foi lui avaient rapportés. Donc ça, vous le trouverez dans les revues Spirit. Celles-là, par contre, elles sont sur l'encyclopédie Spirit, c'est sûr. Hein. Donc, il me semble que c'est la première année, 1858, hein, dans un des tout premiers numéros où il en parle. Home, qui produisait principalement sous l'influence de sa médiumnité des phénomènes physiques, sans exclure pour cela les manifestations intelligentes. Donc, hein, on verra un peu plus tard que la médiumnité, il y a deux formes. Vous avez la médiumnité à effet physique et vous avez la médiumnité, les manifestations intelligentes. Hein. Donc, ces deux catégories. Et donc, Home, il a produit des phénomènes dans ces deux catégories. Voilà. Quelques phénomènes ont été observés en France par des témoins sérieux, éclairés, hautement placés. Et donc, il y a la suspension de Home en l'air, donc la lévitation, hein, faite, prouvée, pas seulement à Paris et Florence, mais principalement à Bordeaux. Hein. Il n'y avait pas que lui, Home, mais également des tables qui s'élevaient dans l'espace sans aucun contact. Ce phénomène ne se produisait pas par un acte de la volonté du médium. Donc, en fait, ça se produisait un peu malgré lui, quoi. Kardec écrit que Home lui-même lui dit à Kardec de ne pas s'apercevoir de ce qui se passait, pensant être toujours sur le sol, sauf quand il regardait en bas. Allan Kardec considérait la production d'apparitions la manifestation la plus extraordinaire due à Home, donc des phénomènes de matérialisation déjà, et relate divers cas de formation de mains fluidiques, en tout point similaires à des mains vivantes, solides et résistantes, qui apparaissaient et soudainement s'évaporaient au moment de les saisir. Par la suite, il parle des pianos et des harmonicas qui jouaient seuls avec l'aide de mains tantôt visibles, tantôt invisibles. Donc, imaginez-vous dans une salle avec un médium comme ça et ce genre de phénomène qui se produit, ben ça déménage. Hein. Voilà. Et Kardec, il a même défendu Home parce qu'après, bon, il y a eu aussi des accusations par exemple, de Aksakov, hein, c'était un Russe qui n'aimait pas trop Kardec et le critiquait, notamment parce que Aksakov, lui, ne croyait pas en la réincarnation, hein, tout comme beaucoup de spiritualistes anglais et même américains à l'époque. Hein. Mais Kardec, non, c'est l'inverse. Hein. Il a beaucoup cité Home, il l'a même défendu contre, voilà, il y en a qui l'ont accusé de faire des tours de magie, etc. Voilà. Assurément, donc c'est Kardec qui écrit, si quelqu'un était capable de vaincre l'incrédulité par des effets matériels, c'était M. Home. Aucun médium n'a produit un ensemble de phénomènes plus saisissants, ni dans de meilleures conditions d'honorabilité, et cependant, bon nombre de ceux qui l'ont vu à l'œuvre le traitent encore à l'heure qu'il est d'adroit prestidigitateur. Hein. Pour beaucoup, il avait fait des choses très curieuses, plus curieuses que chez Robert Houdin, et voilà tout. Pour Allan Kardec, le médium Home est au-dessus de toute suspicion de charlatanisme. Ce qui manqua à ses yeux, qui virent et qui ne furent pas convaincus, fut la clé que leur aurait permis de comprendre les manifestations produites par le médium. Pour lui, la venue de Home en France contribua à accélérer le développement du spiritisme,
soit par par le merveilleux des phénomènes, soit par la répercussion de ces derniers dans le monde social qu'il fréquenta. Alors, Ohm, ensuite, il a survécu à Kardec. Il a été étudié par d'autres scientifiques qui ont aussi étudié d'autres médiums, donc William Crookes, Katie King, la Société de recherche royale de Londres, et ensuite la Société de recherche psychique de Londres et américaine, et ensuite, encore plus tard, l'Institut métapsychique international à Paris, avec eux Zappia Palladino, Franek Kluski, voilà, ce genre de... Ohm, c'était un peu le premier médium qui produisait ce genre de phénomène, mais il y en a eu de nombreux autres par la suite dans tous les pays et qui ont été observés par des dizaines et des dizaines de scientifiques sérieux, pour attester la véracité de ces phénomènes de matérialisation qui avaient donc déjà à l'époque été vus et frappés, qui avaient frappé Kardec. Voilà. Donc, on arrive à la fin. Donc, voilà. Donc, c'est là où vous voyez que les esprits ont préparé le terrain. C'est vous savez, le monde spirituel qui organise. Tout ça, c'était prévu déjà quelques siècles à l'avance, comme vous pouvez le voir. Et donc, il y a Swedenborg qui est venu. Ensuite, voilà, les autres au fur et à mesure. Jeanne d'Arc aussi, donc on n'en parle pas ici, mais elle n'était pas vraiment considérée comme médium, mais tout le monde aujourd'hui, même les sceptiques matérialistes, croient à cette histoire qu'elle entendait des voix. Donc, c'est tout simplement de la médiumnité clairaudiente. Et donc, on peut rebondir sur ce genre de phénomène pour dire, voyez, la médiumnité existe. Voilà, et on a eu aussi des cas en France. Et donc, tous ces médiums qu'on vient de voir, quelque part, ils ont préparé le terrain pour ce qui s'est passé par après, à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, donc avec la codification spirit et puis tous ces autres livres très nombreux qui ont été écrits sur le sujet. On a fini. Est-ce que vous avez des questions? Ou des exemples, ou des témoignages? Alors, c'est vrai qu'on peut dire, tiens, mais pourquoi aujourd'hui il n'y a plus de médium à ectoplasme? Il y en a moins, effectivement. Ça court moins les rues, mais il y en a toujours. Et parce que les phénomènes, comment dire, à effet physique, comme je vous l'ai dit, sont des phénomènes qui demandent de l'énergie et du fluide de la part des médiums, et donc qui ne sont pas quand même anodins, il faut quand même faire attention. Il y a eu certains cas dans les phénomènes que je vous ai racontés, donc il y a toujours eu des sceptiques, et notamment il y en a un jour, quand il y a eu une forme matérialisée, il s'est subitement levé de sa chaise et il est venu, comment dire, enlacer l'apparition justement pour prouver que c'était un fantôme ou je ne sais pas quoi, ou que c'était le médium lui-même avec des voiles blancs et des lumières LED en dessous. Alors, je caricature un peu, et en fait, en faisant ça, ça a créé une secousse, puisque l'ectoplasme est émis par le médium. Il y a les médiums qui faisaient 60 kilos, ils pouvaient perdre 30 kilos. C'est l'ectoplasme qui était sorti de lui, et donc qui a subitement dû revenir à cause de l'attitude de ce spectateur sceptique. Et donc, le médium, après, elle a passé plusieurs années malade à cause de ça. Voilà. Donc, ces phénomènes-là, on les voit moins aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas par des phénomènes qu'on va convaincre les gens, c'est par la logique, la raison, et puis aussi par, comment dire, les conséquences morales. Les phénomènes, quand on veut les observer, il suffit de rester attentif, et puis vous en verrez énormément, des phénomènes souvent qu'on ne soupçonne pas, des intuitions, des rêves prémonitoires, c'est des choses qui se produisent quotidiennement chez pratiquement toutes les personnes. Et donc, il suffit d'observer ces choses-là. Il n'y a pas besoin d'avoir ces phénomènes d'ectoplasmie, parce qu'aujourd'hui, en plus, ce serait plus facile à imiter. On pourrait imaginer des systèmes d'holographie ou des choses comme ça. Donc, ça pourrait faire encore plus de sceptiques. Voilà. C'est pas par le phénomène qu'on arrive à convaincre les personnes, et Kardec l'avait déjà écrit, c'est par la science, la logique et la raison. Alors, il y a deux mains qui sont levées, donc Fernanda. Je laisse l'autre alors parler, je parlerai après si à le temps. Eh bien, Michel, alors?
Oui, merci. À propos des invasions des esprits qui ont eu lieu au 19e siècle, on peut remarquer que, évidemment, il y a eu beaucoup de médiums qui ont développé le spiritisme, mais il y a tellement eu d'autres phénomènes de médiumnité dans les autres religions qui ont eu lieu aussi au 19e siècle. Je pense bien sûr aux apparitions de Lourdes, mais il y a eu Portmain, il y a eu d'autres phénomènes d'apparition, c'est-à-dire d'autres phénomènes spirituels, d'apparition Fatima, d'esprit, Fatima, qui ont eu lieu aussi, même bon, qui un ont peu été après. Ouais. reconnus par les catholiques, mais cette fin du 19e siècle et ce début du 20e nous ont montré réellement, mais sur l'ensemble de la planète, eh bien, des apparitions, des phénomènes médiumniques, quelles que soient les religions. Voilà, Exactement. c'était juste un petit C'est témoignage. tout à fait ça. Et donc, voilà, c'est parce que les esprits, eux, bon, ils sont impartiaux, ils donnent l'exclusivité à personne, hein. Ils viennent aider chacun, donner à chacun la chance de pouvoir se convaincre par eux-mêmes, hein. Et donc, voilà, c'est pour ça que la médiumnité, on le verra dans les prochains cours, c'est une faculté neutre qui peut être donnée à des gens comme Andrew Jackson Davis ou comme Chico Xavier, des gens très honorables, mais elle peut aussi être donnée à des gens qui sont moins honorables. Il n'y a pas de discrimination, si vous voulez, de la part des esprits, parce que la personne malhonnête qui est médium, elle peut recevoir par la médiumnité des messages pour lui faire comprendre que qu'il faut qu'elle s'améliore et qu'elle devienne honnête. Vous voyez, donc ces ressources ne sont refusées à personne. Voilà, et que c'est une faculté neutre et chacun en fait du bien ou du mal selon son libre arbitre, selon sa volonté. Bien sûr, Et, l'exemple le plus caractéristique de ça, c'est bien Saint Paul, qui pourchassait les chrétiens et qui, après l'apparition qu'il a eue sur le chemin de Damas, s'est transformé complètement. il est tombé de son cheval, voilà. Et ça, ce sont donc là aussi, ben, quand il est tombé de son cheval, qu'est-ce qui s'est passé? C'était aussi un phénomène médiumnique, évidemment. Alors, le phénomène médiumnique, ça, c'est vrai qu'on en a plein, les évangiles, hein. Et Kardec en parle beaucoup dans l'évangile selon le spiritisme, mais aussi dans la Genèse, hein, où il parle des miracles de Jésus, en y apportant les explications spirit, donc par rapport au fluide, hein, qu'on a vu dans les cours précédents. Voilà. Et cette invasion, alors c'est pas une invasion des esprits parce que ça fait un peu invasion des extraterrestres. Les esprits, ils étaient toujours là à côté de nous, hein, c'est nous qui les avons jamais remarqués, mais c'est plutôt une invasion des phénomènes, hein, de la phénoménologie, hein, ces médiums qu'on a vus, les Sir Fox, etc., hein. C'est les tables qui se sont mis à tourner à Paris, etc. C'était une invasion des phénomènes, hein, qui a eu lieu à cette époque-là et qu'on voit peut-être un peu moins aujourd'hui, hein. Même si aujourd'hui, vous avez toujours des gens qui font tourner des tables, du Ouija ou autre. Voilà. Fernanda? Oui, c'était Oui, pardon. l'expression d'Arthur Conan Doyle, l'invasion organisée des esprits supérieurs. Organisé par les esprits supérieurs, mais c'est une invasion de phénomènes, hein. Oui, C'est c'est de ça, phénoménologie, voilà. c'était l'expression, en fait, oui, c'était l'expression de Conan Doyle. C'était lui qui avait donné, apparemment, c'est en italique dans le texte, c'est pour ça. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Euh, on voit pas mal d'exemples de phénomènes, comme tu dis, Charles, un peu partout. Il y a dans une médiumnité avec beaucoup d'ectoplasme, des phénomènes de matérialisation, dans le bouddhisme aussi, le Sai Baba aussi. Il Oui. était un médium guérisseur et aussi il faisait beaucoup de matérialisation des objets, de l'or, des fleurs, plein de choses, de l'argent même pour les gens. Oui. Et aussi dans le catholicisme, on a eu aussi un médium qui était très puissant avec du ectoplasme, un curé, c'est dit non, curé? Curé? Oui. Qui faisait du déplacement, oui, je ne me souviens pas son nom, mais il faisait du déplacement. Il avait la médiumnité, il avait beaucoup d'ectoplasme, il s'est déplacé en restant dans plusieurs endroits différents en même temps. Oui, alors, Alphonse de Ligorie, Saint Alphonse de C'est Ligorie. Alphonse. Il y a quelques Et aussi, exemples comme ça, oui. Oui, oui.
Oui. Et il me semble Et que après François aussi, d'Assise aussi un petit peu. Hein. Et puis oui, je après, ben, pense. il y a eu le curé d'Ars. Et, Le curé d'Ars, c'était aussi avant Kardec. Hein. oui. Et aussi au Brésil, il y a encore pas mal de, des effets de matérialisation et beaucoup d'ectoplasmes. Par exemple, là, il y a docteur César Fructueuse qui a encore fait des travaux comme ça, qui est un docteur très Oui. réputé Mhm. et qui est aussi médium, mais il avait quelqu'un qui était un médium très puissant qui faisait la matérialisation de plusieurs esprits qui réalisaient des chirurgies, même avec des instruments qui coupaient et que la Oui. personne arrivait avec le t-shirt tout plein de sang. Et aujourd'hui, cette médium qui travaillait avec très puissance en matérialisation, qui travaillait avec Dr. César Fructueuse, lui est décédé, mais le travail, ça continue à réaliser. Oui. C'est pas tout le Oui. monde qui voit les esprits qui sont là, uniquement ceux-là qui sont vraiment médiums voyants, qui voient les esprits qui sont là en train de travailler, mais il continue à ramener des gens avec des cas qui sont complètement, qui la médecine dit qu'il y a plus, que c'est plus possible, qu'il n'y a rien plus à faire, que la personne a ses jours comptés, et si la personne a le mérite, ça passe dans cette chirurgie là-bas. Oui. Tu Et, as déjà entendu parler de lui? oui, oui, oui. Alors, il y a aussi Il donne avant beaucoup de palestres. de conférences. Ouais. Alors, il y a eu aussi avant lui, Chico Xavier, le propre, hein, qui avait fait des expériences de matérialisation à Uberaba avec un médium qui s'appelait Ah, mas Peixotinho et Otilia Peixotinho, Diogo. c'est ça. Et Voilà. là, il faisait aussi beaucoup de Peixotinho. Il y avait Chico le fréquentait aussi. Et faisait beaucoup d'effets de matérialisation parce que lui, il était un médium très puissant, son ectoplasme. Son ectoplasme, il y avait une abondance et de qualité aussi. Et Chico était allé, il y avait même Edivaldo Franco qui s'est fait opérer aussi là-bas, Oui. dans un Oui. problème dans la gorge, avec des esprits qui se matérialisaient là-bas et qui faisaient des chirurgies et des conférences, plein de choses. Alors, quand il y a eu ces phénomènes à Uberaba là, qui ont été racontés par, me Bon, semble-t-il, Georges Pesini, hein, qui est un chercheur, journaliste brésilien. Donc, comment il s'appelle? Emmanuel, donc, qui était le guide de Chico Xavier, à un moment donné, il a dit stop, voilà, à partir de maintenant, on s'arrête. On ne fera plus ce genre d'expérience parce que Emmanuel disait, selon lui, hein, l'ectoplasme et les matérialisations, aujourd'hui, ça ne sera utilisé que pour des fins thérapeutiques. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, comme tu le dis, Fernanda, les phénomènes qu'on peut voir encore aujourd'hui de l'ectoplasme sont plutôt utilisés à des fins thérapeutiques, hein, pour, par exemple, dématérialiser des tumeurs ou ce genre de choses, comme on a pu le voir aussi par de nombreux exemples, y compris d'ailleurs par les fameux guérisseurs philippins qui sont un peu plus connus en France. Hein, là aussi, il y a eu de la triche et tout, donc il faut être toujours très, très méfiant par rapport à ces phénomènes-là. Mais apparemment, certains de ces phénomènes étaient quand même authentiques et sont certifiés. Hein, des personnes qui sont allées euh, voir ces guérisseurs et qui avaient des radios, des scanners qui montraient qu'ils avaient une tumeur. Et puis ben, le jour d'après qu'ils étaient passés chez ce guérisseur, il y avait la radio, le scan qui a été répété montrait que la tumeur avait disparu. Voilà. Et donc on peut très bien imaginer effectivement que ces phénomènes de l'ectoplasme, comme on peut voir, hein, matérialisation d'objets, transport et tout ça, ça peut servir effectivement à des fins thérapeutiques. Et donc c'était un petit peu, entre guillemets, réservé à ça. Voilà. On trouve ça au Brésil. Donc tu as cité là effectivement une personne qui a travaillé avec ça. J'étais récemment à Copenhague, au Danemark, là, il y a quelques années. Il y a aussi un groupe qui, comment dire, travaille encore sur des phénomènes de matérialisation. Voilà. Mais c'est beaucoup plus rare quand même, parce qu'au début du XXe siècle, il y avait Eusapia Palladino, il y avait, comment qu'elle s'appelait, alors, les noms, j'ai toujours un peu de difficulté avec les noms, une médium française, il y avait Franek Kluski, il y avait vraiment plusieurs médiums hein, qui tournaient à l'époque et qui étaient observés par des cercles d'études psychiques. Voilà. Et
On va d'ailleurs, si tout se passe bien, bientôt publier un livre qui s'appelle La saga de l'ectoplasme. Alors, c'est un livre qui fait 1000 pages et qui a été écrit par un chercheur donc, qui a compilé toute une série de phénomènes qu'il a trouvés dans cette très, très grande littérature de l'époque. Voilà. Et donc, on est en train de. C'est pas. Bon, je pense qu'on va y arriver, que dans les prochains mois, on arrivera à republier ce livre, donc qui sera disponible chez Jean-Pierre Pipineau, hein, à socardec.fr, pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet. C'est vraiment un livre c'est un tome 1, attention, parce qu'il va y avoir un tome 2, tome 3, qui fait 1000 pages. Donc, vous voyez un peu la quantité, la richesse de ces phénomènes-là. Et lui, donc, il est allé chercher ces phénomènes vraiment partout, hein. Autant dans le temps, hein, depuis Home, et aussi géographiquement, hein. Il en a trouvé en Océanie, en Amérique latine, vraiment un peu partout. Voilà. Je voulais juste ajouter un petit truc, c'est que les phénomènes médiumniques, les manifestations, etc., sont adaptés à l'époque. Avant, les gens avaient plus besoin de manifestations physiques, de voir pour croire. Maintenant, on a moins besoin de ça. Jésus a dit à un moment, heureux celui qui croit sans avoir vu. Il ne voulait pas distinguer l'un de l'autre, de mettre que celui qui croyait sans avoir vu était supérieur à celui qui croyait parce qu'il avait vu. Mais il voulait marquer par là que c'était une évolution. Et donc, plus on va évoluer et plus on va croire sans avoir la nécessité de voir. Moi, je n'ai jamais vu de table tournante et ni de fantôme. Et je crois, voilà, c'est l'époque qui veut ça, l'époque et notre évolution qui veut ça, qu'on a moins besoin de ces manifestations-là. Alors, je mets un tout petit bémol sur ce que tu dis. Bon, effectivement, il y a l'épisode de Thomas, hein, qui voulait toucher là, à la Pentecôte et tout, hein, qui ne voulait pas croire avant d'avoir vu. Bon, Kardec, il s'est aussi convaincu en voyant la première fois des tables tournantes. Mais effectivement, ce qui convainc les gens, alors il ne faut pas non plus dire qu'il faut qu'on croie sans avoir vu. Il faut surtout dire, il faut comprendre. Et une fois qu'on a compris, c'est là où on croit, hein. Donc voilà, on n'est pas comme il y a des milliers de témoignages de gens sérieux, des Arthur Conan Doyle, des William Crookes, des Gustave Gelet, bon, c'est quand même pas des Charles Richet, c'est pas des rigolos ces gens-là, ce sont des gens qui sont éminemment sérieux, qui ont eu des prix Nobel, etc. Donc, voilà, dire que ça n'existe pas, que bien qu'il y ait eu des milliers de personnes, de livres et tout, des études qui ont été faites, de dire, ah ben non, moi, je n'ai pas vu, donc ça n'existe pas. Bon, bah, ceux-là, ce n'est pas la peine de perdre le temps avec eux, hein. Tu vois, c'est les sceptiques, tu n'arriveras pas à les convaincre. Plus tu feras de l'effort pour les convaincre, plus ils seront sceptiques. C'est un petit peu ce qu'on voit aussi chez les zététiques, les zététistes, hein, qui sont là pour tout démolir, hein. Mais après, bon, à partir du moment où on a compris, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, les phénomènes, on arrive à les observer beaucoup plus facilement parce qu'ils se produisent de façon naturelle et souvent, on ne les voit pas parce qu'on n'y prête pas attention. Voilà. Et donc, la conviction, elle s'assoit sur une compréhension, hein. Faut pas, le spiritisme, ce n'est pas une foi aveugle, hein, c'est une foi raisonnée. Et on croit parce qu'on a compris, hein. Comprenez d'abord et vous croirez ensuite si vous le voulez. Vous voyez, la démarche qui est tout à fait autonome et qui respecte la libre pensée et le libre arbitre de chacun. Celui qui ne veut pas croire, il ne croira pas quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise. Non, non, et plus tu chercheras à le convaincre, plus il va se braquer, hein. Donc tu perds ton temps. Ça lui passera. Oui. J'ai des amis spirites au Brésil. Il y a longtemps, me raconté un cas que j'ai oublié le nom du Brésilien. Il y avait un Brésilien qui est né dans une famille, les parents étaient propriétaires des pharmacies, des pharmaceutiques. Et lui disait qu'il avait été élevé par des extraterrestres. Ah. Et depuis qu'il était élevé par des extraterrestres, il a retourné, il arrivait à faire des phénomènes d'ectoplasme, il arrivait à se léviter, il arrivait à faire les médicaments qu'il touchait, il arrivait à sortir de l'eau de sa main, de créer des essences, de guérir les gens.
Mais après, il était parti aux États-Unis à faire un peu les spectacles, un peu le show business, et demandait beaucoup d'argent. Et du coup, il a commencé à gagner beaucoup d'argent. Par contre, sa médiumnité, elle est partie aussi. Voilà. Alors là, ça, encore une fois, des cas comme ça aussi, vous en avez plein. Alors quand tu dis qu'il a été éduqué par des extraterrestres, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement que peut-être depuis jeune, il y a des esprits qui sont venus pour l'aider dans son éducation. Et lui, il appelle ça des extraterrestres. Oui. Donc, vous voyez, Oui. encore une fois, on prend les choses, on les remet dans le contexte spirit et on en donne des explications qui sont, voilà, qui sont conformes, je dirais, à la philosophie spirit. Parce qu'en fait, les esprits, hein, ils ne vivent pas sur la Terre, ils peuvent aller où ils veulent. Donc, par définition, un esprit, c'est un extraterrestre, on est bien d'accord. Le jour où on est à l'état d'esprit, qu'on va sur Jupiter ou ailleurs, ben, on est un extraterrestre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là aussi, il y a toute une démythification qui se fait. Hein. On m'avait demandé un jour de donner une conférence sur les ovnis. J'ai dit, oh là 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 là. Mais finalement, j'ai accepté. Et puis ma conférence, elle a porté sur la pluralité des mondes habités. Vous voyez? On sort du... Alors évidemment, dans la salle, sur les 50 personnes qui étaient là, il y en avait 2 ou 3 qui attendaient à ce que je leur parle de quand je suis resté sur les montagnes à Nice pendant des nuits entières, des mois entiers, à essayer de capter des phénomènes, des trucs, des flashs et des bidules, ils étaient un peu déçus hein, que je ne leur apporte pas de nouveautés sur ce genre de choses et que je suis venu justement avec la logique pour leur démontrer par A plus B que la pluralité des mondes habités, c'est quelque chose qui coule de source de la logique, quoi. Hein. Donc, voilà, encore une fois, le spiritisme, moi, ce qui me plaît dans le spiritisme et ce qui a fait que j'y ai adhéré, c'est qu'on garde les pieds sur terre. Voilà, on n'est pas on ne se laisse pas satelliser facilement. Ceux qui se laissent satelliser, voilà, en général, on peut tomber dans des esprits mystificateurs qui, justement, hein, j'utilise ce mot satellisé, donc des personnes fascinées ou autres. Mais effectivement, donc, après, il faut quand même prendre ces témoignages hein, au sérieux, puisque ce sont des témoignages qui existent, mais je dirais, voilà, essayer de les recadrer en disant, voilà probablement ce qui a dû se passer. Et ceux qui ont vu des soi-disant soucoupes volantes, ovnis, etc., est-ce que ça existe, ça, ou pas ou... Écoute, bon, si la pluralité des mondes habités, c'est une évidence. Qu'il y ait des extraterrestres qui viennent nous visiter, déjà, il y a tous les esprits qui viennent nous visiter. Oui. Que ces esprits, à un moment, ils arrivent à créer des matérialisations, oui, ils arrivent à créer des matérialisations. Pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas matérialiser une soucoupe ou un truc comme ça? Mais oui, voilà, d'accord. Donc, encore une fois, on démystifie. Alors après, bon, vous avez la science-fiction qui dit oui, mais les extraterrestres vont nous envahir, etc. On est déjà envahi. C'est déjà fait. Regardez, là, vous ne voyez pas, mais il y a peut-être 10, 15, 20 esprits derrière moi. Et derrière vous aussi, vous ne les voyez pas non plus. Les esprits sont partout. Les bons, les mauvais, ceux qui nous aident, ceux qui cherchent à nous dévier, ceux qui sont là et qui attendent le moindre faux pas pour nous faire un croche-patte, ils sont tout le temps là. Donc, vous voyez, on est constamment envahi par des extraterrestres. Je le dis dans mes mots, vous voyez, mais justement pour sortir de toute cette mystification qui se fait autour de ces phénomènes-là. Voilà. Et après, bon, alors c'est sûr qu'il y a des esprits, mais si un jour il y a vraiment des extraterrestres, donc des esprits qui sont incarnés, alors incarnés entre guillemets, hein, dans une autre planète, ils peuvent être incarnés dans des corps semi-matériels, hein, parce que sinon, vous voyez, nous, pour aller sur Mars, c'est compliqué. Hein, parce que ça met des années pour y aller, pour revenir. Il y a une accélération colossale pendant un temps très fort, et ensuite il faut décélérer, hein, et puis pendant tout ce temps, on est soumis au rayonnement cosmique qui est très nocif pour la santé. Enfin, ça pose plein de problèmes. Donc, si on imagine qu'il y a des extraterrestres qui viennent d'un autre système que le système solaire vers nous, ça ne peut pas être matériel au sens de la matière de l'espace-temps einsteinien qui est limité par la vitesse de la lumière, parce que les étoiles les plus proches, elles sont déjà à 2-3 années-lumière de chez nous. Donc, vous voyez, la lumière met 2-3 années pour faire le trajet. Donc, même si on arrive à arriver à des vitesses qui sont 10 fois inférieures à la vitesse de la lumière, ce qui demande déjà une énergie colossale, il leur faudrait une vie pour venir jusqu'ici.
hein. Donc, forcément, les esprits qui viennent, ils viennent sous forme semi-matérielle, et c'est ça qui fait que ces soucoupes volantes, il y a un côté fugace, hein, on n'arrive pas à les saisir. Après, est-ce qu'ils sont malveillants ou pas? Non, s'ils ont une technologie qui leur permet de faire ça et s'ils sont plus incarnés dans des corps matériels, encore une fois, on suit la théorie physique, ce sont des esprits qui sont plus évolués que nous. Voyez, mais ça, bon, c'est sûr, quand je parle comme ça, ceux qui sont vraiment à l'affût du phénomène, le film, le machin, la photo, le radar du chasseur de machin truc, ils sont déçus, ça leur plaît pas. C'est pas leur manière de voir les choses, quoi. Hein? Ils voudraient voir le monde comme si tout le monde était comme eux, quoi. Voilà. C'est un désir, une recherche qui est tout à fait légitime, hein, mais voilà, il faudrait qu'ils avancent un peu plus sur la réflexion, sur la philosophie, sur les principes des choses. Et donc, ils perdraient, je pense, beaucoup moins de temps à chercher des phénomènes qui en fait, là aussi, ne convaincront personne, quoi. Est-ce un désir ou un fantasme? Alors, pour moi, donc il y a une réalité, encore une fois, hein, les extraterrestres existent, hein. Non, Donc, mais je veux dire par rapport à ces gens qui cherchent le sensationnel, je ne sais plus si c'est Gérard ou Charles qui avait dit c'est un désir. Je veux dire, on peut dire désir ou fantasme. Ils aimeraient ça peut, ouais. voilà, avoir raison, mais bon. Ça peut. Mais vous savez, la première fois qu'on a vu, donc Gérard, tu n'as jamais vu de table, nous, ça nous est tombé dessus, hein. On était déjà spirit avec Marcia quand on est allé voir notre ami René là, à Mulhouse, qui nous a fait monter dans sa petite chambre spéciale là qu'il avait dans son grenier avec l'encens, le plomb fondu et tous les machins, le petit guéridon au milieu. On l'a vu bouger le guéridon, hein, puis je peux t'assurer qu'il bouge, hein. Et il n'y a personne qui triche, il n'y a personne qui tire. J'ai bien observé, il n'y avait pas de ficelle, pas de levier, rien, hein. Donc voilà. Mais lui, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait aussi le big message, il voulait le. Je lui ai demandé à un moment, mais pourquoi tu nous appelles, hein? Mais parce que bon, les trucs qu'on reçoit, c'est un peu des platitudes et on aimerait bien. Je dis, bon, ok, très bien, alors réfléchissons, hein. Et donc, tu les as lus, les livres de Kardec, hein. Tu disais, ah oui, Kardec, machin, qu'est-ce qu'il écrit, Kardec? Ouais, c'est vrai. Tu vois, faut pousser les gens à la réflexion, hein. Voilà. Alors, on a un petit peu dépassé le temps, on est un petit peu sorti du sujet. Enfin bon, en l'occurrence, tous ces phénomènes de Jackson Davis et même Home, hein, donc ces phénomènes à effet physique et ces tables tournantes, ça a quand même servi de sensibilisation à cet instant-là. C'était nécessaire. Aujourd'hui, c'est clair, vous avez tous compris, je pense que ça l'est moins. On y arrivera plutôt par le raisonnement. Voilà. La plupart des gens d'ailleurs qui viennent dans les groupes spirit ne viennent pas pour voir des phénomènes, ils viennent parce qu'ils ont un problème, parce qu'ils ont une médiumnité incontrôlée, parce que justement ils ont des phénomènes, ils ne savent pas comment les arrêter, hein, dans le cas de poltergeist ou des choses comme ça, hein, où ils ont une médiumnité, ils entendent des voix et puis ils ne comprennent pas pourquoi, comment et qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc les gens viennent plutôt parce qu'ils ont un problème que par curiosité pour voir. Il y en a d'autres qui viennent tout simplement parce qu'ils veulent étudier. Voilà, donc, mais la plupart des gens viennent, comme on dit, dans la douleur ou pour résoudre un problème. Voilà. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'il est déjà la demi. Alors, merci à tous pour votre présence, pour votre assiduité. N'hésitez pas à envoyer des retours ou poser des questions là sur le canal Skype, hein, qui reste ouvert. Et puis sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Donc, on verra finalité et mécanisme des communications médiumniques. Donc, vous voyez, on va à quoi ça sert et comment est-ce que ça se produit. Voilà. Charles, c'est quoi l'adresse Skype pour Alors, c'est un groupe qui s'appelle ESPS2. Alors, attendez, je vais... hop, on va le ramener par ici. Je crois que c'est pratique parce qu'il met justement les liens pour les réunions, etc. Ah, d'accord. OK, dans le presse-papier. Donc là, je vais vous mettre sur la conversation, je vais vous mettre le lien. Hop. Donc, copiez-le, cliquez dessus, comme ça vous rentrez immédiatement dans le groupe en cliquant sur le lien. OK, c'est bon. Et donc, sinon, sauvegardez-le si vous voulez le faire plus tard. Parce que le problème de Zoom, c'est que, bon, on peut aller à plus que 50, mais la conversation, je peux l'enregistrer, moi, mais elle ne se garde pas. Alors que Skype, le groupe, en fait, il est toujours là. Chaque fois que vous voyez, vous cherchez ESP2 dans votre fenêtre Skype,
vous rentrez dans le groupe, vous pouvez poser des questions. C'est là où je dis, ben, tiens, voilà le cours de demain. Ou, il y a quelqu'un qui m'a demandé là, des fascicules, je peux les mettre, les livres, enfin tout ce que vous voulez. Donc le groupe Skype, en fait, marche en parallèle avec Zoom qu'on utilise pour faire la réunion. C'est un lieu d'échange bien pratique. Voilà. Parce que Zoom ne conserve rien, voilà, c'est ça. Je peux sauvegarder, ça j'ai découvert récemment, mais il n'y a que l'administrateur qui peut sauvegarder. Voilà. Alors, on va quand même remercier les bons esprits pour leur assistance, pour tous ces échanges très enrichissants, ces réflexions, que nous puissions chacun les utiliser, encore une fois, pour faire ce travail de connaissance de soi, de réforme morale, d'aide au prochain, pour devenir meilleur et puis pour avancer vers ce monde de régénération tant attendu. Voilà. Merci à tous et puis excellent dimanche et à bientôt. Merci, au revoir. Merci Charles, Merci, merci au à revoir. tous. Au revoir.